Chers amis, bonjour. Je reviens vers vous aujourd'hui pour traiter d'un sujet, d'une très grande importance qui est souvent très peu exploité dans les débats publics et les débats populaires. C'est le sujet lié au système bancaire du pays, le système bancaire de notre pays. C'est le sujet lié à la création de la monnaie dans le système, dans notre économie. C'est un sujet lié à l'accès aux capitaux productifs pour les entrepreneurs et les acteurs économiques de notre pays. C'est un sujet lié à l'allocation du capital dans l'économie nationale. Mon nom c'est Ghislain Madjamba, je suis un citoyen congolais basé à Stockholm. Et sur cette chaîne, je propose une série de réflexions citoyennes sur des questions liées généralement à l'économie parce que je suis fermement convaincu qu'il y a une certaine prépondérance de l'économie sur la politique. Et pourtant, les questions économiques ne sont souvent pas traitées dans nos débats populaires. Et l'idée est que ces questions suscitent un peu les échanges et impulsent une action. Je vais partir d'une l'illustration d'un cas que je connais personnellement, d'une personne, une jeune dame, qui était entrepreneur dans les commerces au niveau du pays. Cette femme avait une activité prospère et voulait faire une extension de son activité commerciale et elle avait besoin d'élever un peu plus des capitaux. Et pour ce faire, elle est allée voir des banques commerciales. À Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, il y a une structure monétaire, une structure bancaire qui est constituée d'une quinzaine de banques. Donc l'architecture est telle qu'il y a la banque centrale, il y a les institutions financières et dans ces institutions financières-là, plus de 89% d'actifs sont gérés par les banques commerciales et les 4% c'est dans les institutions de microcrédit et les peu de pourcentage qui restent c'est dans les secteurs de la sécurité sociale, les assurances 1%, 1%. Donc il y a un corps de banques constitué d'une quinzaine de banques, des banques ayant généralement des capitaux propres très faibles parce qu'au Congo, la réglementation veut que pour créer une banque, il faut avoir des fonds propres qui tournent autour des 30 millions. Bien entendu, cette législation tend à évoluer vers 60 millions de dollars américains pour des fonds propres avec un palier de 5 millions par année, mais jusqu'à aujourd'hui, pour pouvoir s'établir comme banque commerciale au Congo, vous avez besoin des capitaux propres qui ne s'élèvent autour de 30 millions. Mais basé sur ces capitaux-là, si vous ne le savez pas, les banques commerciales ont un pouvoir important qui leur est octroyé par les systèmes capitalistes, celui de la création monétaire. Par les biais des crédits, lorsque vous octroient des crédits, les banques ont un pouvoir, se basant sur des règles prudentielles issues des règles nationales et des règles internationales, notamment BAL 1, BAL 2, BAL 3 pour les techniciens, mais ce sont des règles, retenez que ce sont des règles qui encadrent la création monétaire par les banques commerciales. Et à force de ces pouvoirs-là, les banques ont la capacité, se basant sur les réserves prudentielles, créer de la monnaie. Mais c'est un pouvoir exorbitant pour des cas qui est le nôtre, où l'essentiel de ces banques sont tenues par des capitaux étrangers. Et il y a un autre aspect de ces pouvoirs de la création de la monnaie, c'est aussi la location du capital. Ayant le pouvoir de pouvoir créer de la monnaie, ils ont par ce fait-là l'autre pouvoir de pouvoir choisir à qui octroyer les crédits, dans quel secteur il faut mettre l'argent. Et vous devez comprendre que ces acteurs sont des acteurs commerciaux. Ils viennent avec des capitaux pour se faire de la plus-value. Donc, les choix qui sont les leurs ne sont généralement pas toujours en adéquation avec les choix qui devaient être les choix primordiaux du pays. C'est-à-dire, c'est une parenthèse que j'ai ouverte là, dans l'allocation du capital, ils voient les secteurs où il y a le moins de risques parce que vous savez, chez nous, l'intermédiation des risques, comme elle est faite ailleurs par l'action des institutions des assurances n'a pas encore atteint une maturité chez nous. Donc, l'intermédiation du risque est complètement néant. Donc, ces banques-là ont le main libre de pouvoir veiller à ceux qui ne prennent pas trop de risques. Du coup, les choix des secteurs où il y a des garanties, où ils savent qu'ils ne peuvent rien risquer. Et pourtant, ce n'est pas toujours ces secteurs-là qui devaient être des vecteurs porteurs d'une croissance au niveau du pays. Par conséquent, la dame en question
sur qui les banques avec une activité rentable, avec un business model qui soit vraiment, qui a été bien étudié par des connaisseurs, mais elle reçoit un non, une suite de non-recevoir partout. Fin de l'exercice, elle se tourne vers des institutions de microcrédit. Et vous savez, celles-ci, elles utilisent des taux usuriers, des taux excessifs. Comme vous le savez très bien, si vous menez une activité économique rentable à 10%, vous avez aussi besoin de frais d'exploitation pour pouvoir avancer, et qu'une banque vous accorde un crédit avec un taux d'intérêt à 15 à 16 au bout de l'exercice, vous ne serez naturellement pas capable de rembourser ces taux d'intérêt excessifs. Par conséquent, ces institutions financières qui exigent en hypothèque chaque fois des biens immobiliers, et c'était le cas pour la dame, il y avait une parcelle familiale qui a été mise en hypothèque. À la fin, la parcelle a été vendue. La femme s'est retrouvée ruinée. Pourquoi je donne cet exemple? Cet exemple est le quotidien des entrepreneurs congolais. Cet exemple est le quotidien des startups congolais. Cet exemple est le quotidien de tous ceux qui ont tendance à pouvoir entreprendre dans notre pays. Même les entrepreneurs déjà établis n'ont pas accès au crédit. C'est un problème, une situation grave qui doit nécessairement changer parce que la gouvernance, la gestion de ces banques-là, la transparence dans l'allocation du capital est aux abonnés absents dans ces banques et la Banque centrale est impuissante parce que nous avons besoin de plus d'acteurs dans ces secteurs. Retenez, pour chers amis, que la République démocratique du Congo aujourd'hui a un taux d'ouverture du secteur bancaire qui tourne autour de 7%. L'inclusion financière qui, dans certains pays africains aujourd'hui, atteint les 40-45% grâce à l'action des entreprises des télécoms, aujourd'hui, chez nous, l'inclusion financière tourne encore autour de 7%. Et la bancarisation, c'est dans les 5%. Il y a des territoires entiers qui n'ont accès à aucun service bancaire. Les 17 banques opérationnelles chez nous se basent essentiellement à Kinshasa et dans les Katanga, Lubumbashi, une ou deux banques dans le Congo central, une ou deux banques que j'ai vues au Grand Kivu et peut-être une banque que j'ai vue dans le Grand Kassai. Donc nous avons un désert bancaire, un désert financier et cet état des choses ne peut pas permettre à ce qu'il y ait un développement. Vous savez, nous nous sommes lancés dans une économie de marché et l'économie de marché a son mode, comment on l'appelle, le mode d'exploitation. C'est-à-dire le système d'exploitation de l'économie de marché a un cœur. Le cœur, c'est la finance, c'est les banques, c'est le système bancaire, c'est le système financier. Donc, de la même manière que le cœur fait la distribution du sang dans le corps pour alimenter les organes les plus importants, c'est de cette même manière-là que la finance, par l'action des banques, fait une répartition, irrigue l'économie nationale en faisant la distribution, le dispatching de tout ce qui est monnaie, tout ce qui est moyen de financement, tout ce qui est flux de capitaux. Aussi longtemps que nous n'allons pas mettre en place des stratégies pour pouvoir intégrer dans la bancarisation les 95% de la population qui est exclue, il n'y aura pas de l'épargne nationale. Et sans épargne nationale, nous n'allons pas pouvoir développer le pays. Il n'y aura pas de projet à long terme. Notre pays restera dépendant de la rente minière. Aujourd'hui, nous avons une économie qui est complètement dépendante de la rente minière. Et pourtant, la croissance liée à la rente minière ne peut pas être ressentie par la population. Nous devons mettre en place des stratégies de l'irrigation de l'économie par le flux de capitaux qui crée, impulse une croissance, un développement de l'économie et une croissance organique. La croissance organique, on l'obtient par des secteurs comme l'agriculture, un secteur qui est vecteur de la stimulation du système économique, un secteur qui peut porter d'autres secteurs. Certains pays l'ont fait, comme les États-Unis pendant leurs années de développement. Ils s'étaient pendant longtemps basés sur le système de chemin de fer qui était une façon de relier cette étendue, ce territoire est très vaste et étant très large. Et cette technologie, ils l'ont amenée en Europe. Les 20 dernières années, pour ceux qui suivent l'économie, ils savent, la Chine s'est basée sur l'immobilier.
de flux importants de capitaux été par les billets des banques et des institutions financières investis dans le secteur de l'immobilier qui aujourd'hui a atteint une maturité. Et vous le savez peut-être que certaines banques chinoises comme Evergrande sont aujourd'hui victimes de la maturation du secteur de l'immobilier. Il est capital, pour finir, que nous utilisons à bon escient l'outil financier et bancaire pour pouvoir capitaliser sur notre population en impulsant une épargne, la création d'une épargne nationale et en irriguant l'économie en passant par les secteurs créateurs d'une croissance organique comme Yamba. Cette vidéo s'arrête ici. Si vous voulez voir plus de vidéos de cette même nature, visitez ma page, mon site Facebook et mon site YouTube, parce qu'il y en a d'autres et je promets de revenir pour en faire d'autres en développant des questions d'ordre généralement économique. Tenez-vous, portez-vous bien. Rendez-vous à la prochaine. Au revoir.